Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'une franchise, on peut le dire, légendaire du cinéma, qui aurait peut-être dû rester unique, on va pas se mentir, mais malheureusement, cette même franchise a été sacrifiée sur l'autel du fric, de l'oseille, du blé, et malheureusement, c'est devenu Jurassic Park. Parce que oui, Jurassic Park à la base, c'est pas juste un bon film, c'est le blockbuster ultime. C'est une anomalie parfaite dans l'histoire du cinéma, c'est le genre de truc qui te fait dire « Ah ben c'est pas mal, hein, mais ce serait sympa de refaire ça aujourd'hui. » Sauf que ça va être compliqué, parce que à l'époque de 93, évidemment, à la sortie du premier opus, le casting était au top, la bande originale, elle était légendaire. Les effets spéciaux ridiculisent encore certains films de 2025, le rythme était millimétré, et surtout l'ambiance, c'était un truc de fou. C'était un mélange d'émerveillement pur et de peur viscérale. C'était pas juste un film, c'était un peu une expérience. C'est le seul film au monde, à peu de choses près, où tu peux voir un type caresser un tricératops malade avec une larme à l'œil, et 10 minutes plus tard, voir une chèvre exploser sous les crocs d'un gros T-Rex bien affamé. Et tout ça en 2 heures chrono, sans longueur, sans gras, sans bullshit. C'était vraiment un excellent film, signé Steven Spielberg, qui sort d'ailleurs la même année que La Liste de Schindler. On va dire que le mec, a balancé un excellent film familial, d'aucuns diraient peut-être le meilleur film familial de tous les temps. Je suis pas certain d'être cet avis, mais en tout cas, clairement, il n'est pas déconnant de penser ça. Et à côté de ça, la même année, il te sort un drame historique aussi pas mal. La Liste de Schindler. Dans la même année, je tiens à le rappeler, pendant que toi, t'essayais de pas rater ton bac blanc. Donc voilà, c'est pas mal. Mais malgré ça, malgré l'excellence du premier film, Hollywood n'a pas pu s'empêcher de tout flinguer, parce que quand un film devient culte, quand il explose le box-office, quand il devient un phénomène mondial, les studios ne voient pas juste un chef-d'œuvre, non. Ils voient un distributeur automatique de billets de banque. Et ce distributeur, ça s'appelle franchise. Alors ce qui était au départ une œuvre complète, unique, un film qui bouclait son propos, malheureusement ça s'est transformé, ça s'est vu transformer même, en saga stérile, en usine à dino en CGI, en effets spéciaux, en images de synthèse pour éviter les anglicismes, en coquille vide, aux suites toujours plus absurdes, toujours plus ridicules, toujours plus désespérées. On est passé de la science à ramener des créatures disparues pour des raisons capitalistes à... Et si des raptors faisaient du parcours dans un manoir gothique pendant qu'on vend les dinos aux enchères à des mafieux russes? C'est une franchise où aucune suite ne dépasse les 5 sur 10 de sens ou d'intérêt, on va pas se mentir, mais où chaque épisode finit quand même avec un cliffhanger menaçant, histoire de recoller ton derrière à la chaise de cinéma 5 ans plus tard quand il y aura encore une énième suite qui sortira. C'est un peu comme une ex toxique, tu sais que ça va te détruire mais t'y retournes quand même. Par acquis de conscience. Et le pire, c'est que Jurassic Park n'aurait jamais dû devenir une franchise. Pas parce que le premier était extraordinaire et intouchable, mais en fait parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter de plus. Le premier film était parfaitement autosuffisant. Pas de mystère, pas de monde étendu, pas d'univers parallèle, pas de prophétie non résolue, juste un avertissement brillant. Tu veux te prendre pour une divinité, voilà ce que ça fait. Et cette leçon est bien évidemment incarnée de fort belle manière par John Hammond. Et clairement, cette leçon, pourtant extrêmement simple, n'a pas été retenue par les mêmes studios qui ont produit la saga Jurassic Park, et clairement, maintenant, on va devoir plonger dans les abysses de cette franchise. On va déterrer toutes les suites une par une, regarder ce qui reste de leur carcasse, et surtout, tenter de comprendre pourquoi, avec des putains de dinosaures dans les mains, ces gens-là ont réussi à se planter à chaque fois. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour l'autopsie de la franchise Jurassic Park. Alors, déjà, bien évidemment, on va commencer avec le premier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est pas juste un film culte, c'est le film qui a traumatisé tous les autres films, d'une certaine manière. C'est le genre d'œuvre qui pose la barre vraiment haut, quoi. Et d'ailleurs, tellement haut que même les franchises les plus blindées de fric et d'effets spéciaux paraissent un peu fades à côté. C'est pas juste qu'une question de nostalgie, Moi, je m'en bats les steaks, la nostalgie, je connais pas. J'ai toujours été extrêmement aigri. Année 1, jour 1, j'avais déjà le seum. Je vais pas mentir. Donc, moi, la nostalgie, je connais pas. Cela étant dit, le premier Jurassic Park tient encore la dragée haute à quand même 99% des blockbusters récents. Un peu comme un daron qui débarque dans la cour de récré et, et fout une dérouillée à tous les gosses bruyants avec une seule babouche. Mais maintenant, la question a le droit d'être posée. Pourquoi le premier Jurassic Park est devenu la référence du genre aventure, /suspense, /science, putain de dinosaures? Et la réponse, c'est parce que tout est à sa place dans ce film. Alors déjà, évidemment, il s'agit tout de même d'un concept simple mais ultra puissant à la base. Et si on clonait des dinosaures pour faire un parc à thème et que ça partait en couille? Alors voilà, déjà rien que ça, c'est quand même pas mal, C'est déjà mieux que 80% des pitchs de films à 200 millions. C'est une idée à la fois commercialement géniale, philosophiquement flippante et narrativement explosive. Et ce qui rend vraiment le tout d'autant plus efficace, c'est que Spielberg et ses scénaristes n'ont pas forcément cherché à en faire des caisses. Ils ont respecté la règle d'or d'un bon blockbuster. Le spectaculaire vient après le scénario. L'important,
c'est l'écriture. Je le dis souvent sur cette chaîne. L'important, c'est l'écriture, et clairement, l'écriture, elle est béton dans le premier Jurassic Park. Puisqu'ici, on a une galerie de personnages qui, pour une fois, sont pas des caricatures en quête de rédemption écrites au marqueur, mais en réalité sont beaucoup plus intéressants que ça. Bon, déjà, évidemment, le docteur Alan Grant, joué par Sam Neill, qui est donc un paléontologue bourru, quasiment un peu autistique sur certains points, dans le sens où le gars, tu sens qu'il est pas forcément très calibré, socialement parlant, il sait pas où se mettre, bien souvent, lorsqu'il faut parler aux enfants, mais il reste passionné. Et d'ailleurs, il a un caractère développement, puisqu'il finira le film en tant que protecteur des deux gamins, dans une cuisine infestée de raptors. Vous connaissez la scène culte. À côté, il y a Ellie Sattler. À l'époque, elle nous cassait pas les couilles. Dans The Last Jedi, elle était sympa, une scientifique brillante, une badass mais sans jamais vraiment tomber dans le cliché girl power, quoique, on peut en discuter, capable de foutre les mains dans le cambouis et dans une montagne de merde également, sans broncher, littéralement. Dixit, la scène avec le Triceratops. Et il y a Ian Malcolm, bien évidemment, joué par l'inénarrable Jeff Goldblum, un rockstar du chaos théorique, la fameuse théorie du chaos, doublé d'ailleurs de fort belle manière par Richard Darbois en VF, toujours un plaisir. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Et John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Avec des punchlines d'ailleurs qui feraient rougir Tony Stark, et un torse poilu devenu légendaire. Le torse velu de Ian Malcolm, évidemment. Enfin bref, le trio est parfaitement bien écrit, et même les gosses d'habitude insupportables dans ce genre de film sont ici parfaitement dosés. Ils sont utiles, vulnérables, sans être débiles, et sont jamais là pour te vendre une peluche à la sortie du ciné. Et au sommet de cette pyramide de génie, il y a John Hammond, évidemment, créateur du parc, version capitaliste, paternaliste, qui veut juste donner du rêve aux gens, sauf qu'il se prend pour je sais pas qui. Clairement, il fait pécher d'hubris, avec peut-être un peu trop d'insouciance. Le bonhomme est à la fois touchant, visionnaire et terrifiant dans sa naïveté. Et c'est ça qui est très bien écrit. Ça veut dire qu'ils auraient pu écrire John Hammond comme un espèce de capitaliste cruel, qui pense qu'au fric et tout ça, alors que John Hammond est beaucoup plus intéressant que ça, dans le sens où le mec, en fait, il est beaucoup plus naïf qu'il est cruel ou qu'il n'est cupide, en fait. D'ailleurs, la scène de fin, où il parle à Ellie Sattler de son enfance, à l'époque où, effectivement, il avait une espèce de cirque de puce, entre guillemets, voilà. Tu sens que le personnage a une âme. C'est pas juste un gros méchant capitaliste, voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple de l'écrire comme ça. Il me semble d'ailleurs que dans le livre d'origine, il est écrit comme ça. Je trouve ça extrêmement cliché. Alors que là, le John Hammond du film est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus humain. Et c'est ce qui fait que Jurassic Park, c'est pas mal, C'est pour ça que c'est très très bien. D'ailleurs, l'écriture m'a tellement plu que, pour être tout à fait honnête avec vous, en ce qui me concerne, la meilleure scène du film, c'est certainement pas toutes ces excellentes scènes avec les dinosaures. Et pour moi, c'est leur discussion au début du film, là, autour d'un déjeuner. Lorsque John Hammond essaie de convaincre Grant Sattler et Ian Malcolm de l'utilité de son parc, et effectivement, Malcolm lui assène le fameux discours pour lui dire effectivement qu'il est en train de faire n'importe quoi et qu'il se hisse sur les épaules de scientifiques beaucoup plus sages que lui, sauf que lui n'a absolument pas assimilé la sagesse des gens qui lui ont permis de faire ce qu'il est en train de faire dans ce parc. Bref, voilà. C'était vraiment une discussion extrêmement bien écrite. Pourtant, on est dans un blockbuster, mais pourtant, les thèmes abordés sont abordés de fort belle manière, tout simplement. Sur l'éthique et le danger des avancées technologiques. Enfin, je sais pas. J'ai toujours trouvé cette scène extrêmement extrêmement intéressante. Et au-delà de ça, évidemment, si on met de côté l'écriture, la bande-son de John Williams, voilà, effectivement. Le mec pourrait écrire un thème épique pour une file d'attente aux impôts, et ça resterait épique. Le mec te file des frissons dans la colonne vertébrale dès les 3 premières notes. C'est pas juste un accompagnement sonore, c'est l'oxygène émotionnel du film. Évidemment, la fameuse scène où Sam Neill se lève et arrache les lunettes de son nez en découvrant le brachiosaure, enfin le troupeau de brachiosaures, et que la musique s'élève, voilà. Frisson universel, évidemment. Frisson inscrit dans la mémoire collective. Donc voilà, c'est bien. Le film est très bon, là-dessus, y a pas de problème. C'est loin d'être mon film préféré, attention, je suis pas le joueur du grenier non plus, mais c'est bien. C'est un très bon film. Et encore une fois, voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce film, au-delà évidemment de la mise en scène de dingue, je veux dire, la première apparition du dino, mais c'est une masterclass en termes de mise en scène. Le fait que au début, on entende les bruits des pas du T-Rex, ensuite on voit effectivement le verre d'eau onduler petit à petit, la tension monte. Cette séquence est juste de l'orfèvrerie cinématographique, on va pas se mentir. Mais bon, encore une fois, moi c'est pas forcément ça qui m'a marqué, même si j'ai un énorme respect pour la mise en scène. Je le répète, moi ce qui m'intéresse, c'est le vrai discours, le propos engagé par le film, c'est-à-dire sur la science, la démesure
mesure humaine, le capitalisme aveugle et l'éthique dans les avancées technologiques. Le film ne nous prend jamais pour des abrutis, ils sont pas en mode ouais bah tu sais quoi, vas-y tiens, regarde les dinosaures, ils sont beaux, allez maintenant casse-toi. Non, il te divertit tout en te murmurant à l'oreille, ok tu veux créer des trucs que tu comprends pas, les contrôler et les vendre, bah il y a quand même pas mal de chances pour que tu finisses par te faire bouffer par un ou deux T-Rex. C'est pas juste un film avec des dinos, c'est une tragédie sur fond de T-Rex, une fable moderne sur l'hubris, évidemment. Enfin bref, c'est une œuvre complète le Jurassic Park, et il se suffit à lui-même, pas de cliffhanger, pas d'univers étendu, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est un film parfaitement bouclé, comme une nouvelle bien écrite ou un morceau de musique qui finit pile là où il faut. Voilà. Le problème par contre, c'est que quand tu crées un très très bon film qui fait exploser le box-office, bah les studios te regardent avec des yeux de hyène en manque, en mode refais-le, refais-le jusqu'à que mort s'en suive et remplis-moi les poches. Et bah devinez quoi, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc forcément, après Jurassic Park 1, il y a Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, The Lost World. Alors, The Lost World, c'est un peu comme ce pote qui avait tout pour réussir, mais qui a décidé de faire du dropshipping et d'ouvrir un coup de TikTok motivation. Voilà, tu veux y croire, mais au bout de 20 minutes, t'as compris que le rêve était déjà mort. Parce que ce film, il est pas atroce, hein, non. Ce serait presque plus noble. Il est un peu vide, on va pas se mentir. Après, encore une fois, il a quand même un certain intérêt, ce film, attention, je vais en parler. Mais bon, c'est un espèce de genre de reboot en cachette du premier, avec moins de charme, moins d'enjeux, moins d'intelligence, quoique. Et plus de gens qui courent dans les bois. Alors déjà la promesse narrative, c'est un peu un copier-coller ennuyeux, dans le sens où on reprend les bases. Un riche monsieur, toujours Hammond, hein, cette fois vaguement repentant, encore une fois, quoique. De toute façon, je pense que le mot qui serait parfait pour résumer Le Monde Perdu, c'est le mot quoique. C'est bien quoique, ou c'est pas bien quoique, c'est entre les deux. Bon bref, John Hammond envoie une équipe de gentils scientifiques sur une nouvelle île, afin de documenter les dinos, histoire de prouver qu'il ne faut pas les exploiter. Bon ok, sauf qu'en parallèle, une autre équipe débarque aussi, celle des méchants capitalistes, quoique, avec des fusils tranquillisants, des cages et l'intention très subtile de tout braconner pour monter un nouveau parc à thème. Étonnamment ça part en couille, qui aurait pu le prévoir. Mais voilà le vrai souci, tout le monde sait déjà que les dinos existent. Et ça, dans une saga comme celle-là, bah c'est le début de la fin. Dans le premier film, chaque dino qu'on découvrait foutait un frisson. C'était un peu la magie, c'était de la terreur pure en même temps. Sauf qu'ici, bah les persos se baladent sur une île comme des touristes à Disneyland. Tiens, un stégosaure, allez, clique photo. Ah, un T-Rex, faut pas le nourrir. Finalement, c'est un peu un safari qui a mal tourné. Mais au-delà de ça, le propos du premier film, c'est un peu perdu en route, hein, parce que dans le premier Jurassic Park, les dinosaures n'étaient ni gentils ni méchants, c'était des puissances naturelles, des erreurs magnifiques, au-delà de toute compréhension ou de contrôle humain. Voilà, ils étaient terrifiants, justement parce qu'ils ne rentraient dans aucune case, c'était pas vraiment des dinosaures, c'était des erreurs génétiques, en fait, d'une certaine manière. Limite, on effleure du doigt de l'horreur cosmique. Lovecraft n'est peut-être pas si loin, sauf que dans Le Monde Perdu, ça devient un peu des animaux lambda, des grosses bébêtes qui te mordent si t'es pas sage, des tigres un peu plus costauds que la moyenne, on va le dire, et sans poil. À ce rythme-là, dans le 4ème film, on allait finir par leur filer des colliers GPS et des croquettes Royal Canin. Mais là où Le Monde Perdu mérite vraiment qu'on les tripe, c'est pour ce qu'il a fait à Ian Malcolm. Dans le premier film, c'était le mec cool, le Chaos Theory, le mec un peu sarcastique, le mec te citait effectivement les lois de la thermodynamique pendant qu'un verre d'eau ruisselait sur la main d'une meuf qu'il essayait de lever. Bon, le perso était culte, magnétique, imprévisible. Sauf qu'ici, c'est un daron divorcé en burn-out, en train de courir après sa fille et de râler contre tout. Rentre à la maison, c'est dangereux, pose ce caillou, va te coucher. Le mec est devenu un croisement entre Jean-Pierre Bacry et une babysitter dépassée. Et tout le reste, bah, c'est une série de scènes où, bah, on court. Le vrai cœur du film, c'est ça, hein. Un perso marche dans la jungle, un dino arrive, le perso crie, il court, fin de la scène et on recommence. À ce stade, on n'a plus vraiment un film, on a un générateur de course dans la forêt en boucle. Avec quelques variantes, hein, évidemment. Course plus falaise, course plus caravane suspendue, course plus bébé T-Rex à jambes cassées, course plus gymnaste qui fait du karaté contre un raptor. Oh ouais, ça existe, hein, effectivement. C'est la fille de Ian Malcolm qui fait du karaté. Enfin, pas du karaté, c'est... Voilà, c'est de la gymnastique. Pourquoi pas? Mais bon, c'est un peu ridicule, on va pas se mentir. Et donc, après 1h45 de randonnée sponsorisée par North Face, de braconnage un peu maladroit et de gymnaste olympique qui défonce du raptor à la barre asymétrique, bah on se dit ok, c'était chiant, mais au moins ça se termine là. Sauf que, erreur monumentale. C'est là que le film nous dit, bah écoute, et si on foutait un T-Rex dans San Diego? Et Spielberg, probablement en pleine crise existentielle et qui avait certainement vu King Kong la semaine d'avant, a répondu, bah let's go, hein. Donc les méchants capturent un T-Rex adulte et son bébé, les foutent dans un cargo et décident de l'exporter vers le continent pour l'exhiber comme une star de la télé-réalité. Déjà logistiquement, on est dans la pure fanfiction sous acide. T'as déjà essayé de déplacer un éléphant sans qu'il se réveille? C'est complexe. Alors maintenant, imagine un T-Rex inconscient de 8 tonnes dans un putain de bateau qui arrive à bon port sans que personne ne remarque que l'équipage entier s'est fait dévorer au passage. Et donc voilà la scène, hein. Le T-Rex s'échappe, se promène tranquillou bidou dans les rues de San Diego, bouffe un chien, fait tourner un bus scolaire comme si c'était perdu en revenant de boîte de nuit. Je veux dire, voilà, c'est littéralement King Kong version Jurassic Park, sans la poésie
vie, sans le message, sans la cohérence. Par contre, le spectacle débile, il est là, y a pas de souci. Balancé comme un dernier shot d'adrénaline pour réveiller un film qui n'a malheureusement jamais vraiment décollé. Et pendant ce carnage en centre-ville, tu te rends compte d'un truc glaçant. Y a plus aucune intrigue. Les gentils veulent ramener le T-Rex sur le bateau, les méchants sont déjà morts. Le bébé T-Rex, c'est une mascotte, voilà. La ville est en sueur, le spectateur est perdu et le Yaji, il est en train de faire un peu de YouTube monnaie en parlant de ce film. Voilà. Il ne reste en réalité qu'un vague enchaînement de scènes d'action pour dire, regardez, c'est pas juste un copier-coller du premier, les mecs. Cette fois, on a mis la jungle dans la ville. C'est un peu comme un chef qui aurait raté son plat et qui te balance une feuille de basilic dessus en criant, voilà, c'est fusion. Fusion-acquisition, les mecs. Bouffez cette merde. Et clairement, voilà, cette merde, c'est Lost World. Bon, après, je suis méchant. C'est pas de la merde, loin de là. On va parler quand même des bons côtés de ce film dans pas longtemps. Vous l'aurez compris, c'est le moment un peu exact là où la saga a basculé. C'était le point de non-retour. C'est la preuve par A plus B que Jurassic Park ne devait pas devenir une franchise. Parce que tout ce qui faisait la force du premier film, la découverte, la peur, la réflexion, l'émerveillement, a été siphonné dès ce deuxième volet. On a gardé les dinosaures, mais vidé tout ce qu'ils représentaient. Et surtout, on a grillé le seul vrai atout de ce monde, le choc de la redécouverte. Dès que les personnages vivent dans un univers où les dinos sont connus, toute la magie s'effondre. Et ce sera encore pire dans les films suivants. Cela étant dit, avant de passer à Jurassic Park 3, j'aimerais quand même parler des 2-3 éléments que j'ai aimés dans ce film-là. Parce que, écoutez, je suis peut-être Yaji Degri, mais j'essaie d'être juste. Et j'essaie aussi de me soigner. Alors déjà, pour commencer à dire du bien de ce film, il faut quand même, malheureusement, continuer à en dire du mal. Mais vous inquiétez pas, ça va quelque part. Alors, en gros, le film, qu'est-ce que c'est? En tout cas, avant que le T-Rex débarque à San Diego, les gentils écolos, avec, Jeff Goldblum, sa meuf, la Sarah Harding, jouée par Julianne Moore, et Nick Van Owen, joué par Vince Vaughn. D'ailleurs, Vince Vaughn, qui est un bon acteur en général, c'est un mec assez marrant. Bon, malheureusement, dans ce film-là, il est un peu moins marrant. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc, c'est les écolos qui sont là pour protéger, effectivement, les gentils dinosaures contre les méchants braconniers Abruzzi et Roland Tembo, espèce de chasseur là, avec le gros chapeau. Donc Tembo joué par Pete Postlethwaite. Alors, donc si on part effectivement de ce constat-là, on se dit ok d'accord, donc on a complètement oublié la subtilité du propos du premier Jurassic Park pour arriver à du manichéisme, donc les gentils écolos contre les méchants braconniers. Cela étant dit, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film-là, mais malheureusement, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé, parce que ce propos est à moitié aspiré du film, malheureusement, c'est que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les braconniers, entre guillemets, sont beaucoup plus sympas quand on y réfléchit que les écolos, parce que bien souvent, ils essaient de sauver Jeff Goldblum et ses potes. D'ailleurs, à plus d'une reprise, ils leur sauvent la peau. Donc le personnage joué par Postlethwaite, donc Tembo, a pas mal de scènes où il est humanisé, notamment son anecdote là sur le mont Everest ou je sais pas quoi, là où il explique pourquoi il est toujours là pour capturer un T-Rex, parce que c'est son but, il veut capturer un T-Rex, voilà. C'est pas juste un gros méchant pas beau, tu sens que le gars, il a quand même une âme. Au-delà de ça, j'avais effectivement lu quelque part qu'il y avait pas mal de scènes qui ont été supprimées, qui humanisent encore plus les braconniers. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que là, effectivement, le film aurait été beaucoup moins manichéen. Apparemment, il y avait une scène où, il me semble, Tembo défonce un espèce de gars qui avait agressé une meuf dans un bar ou je sais pas quoi. Bref, il y avait pas mal de scènes qui essayaient de le rendre encore plus humain et limite que ce soit eux les vrais gentils de l'histoire. Malheureusement, c'est pas le cas du tout parce que la plupart de ces scènes-là ont été supprimées. Donc forcément, c'est les gentils contre les méchants. Mais tu sens des restes de la première version du film. Je trouve que Postlethwaite a vraiment un charisme de dingue. Et même à la fin, quand il finit effectivement par capturer le T-Rex, tu sens que le gars il a perdu son âme. La plupart de ses potes ont été dévorés par les raptors et tu sens que le mec il a juste envie de poser le fusil. Et au final, c'est peut-être le seul personnage du film qui a un caractère développement. C'est-à-dire qu'au début, il fait le mec genre ouais, y a pas de souci, je suis là, je suis un braconnier, je vais tuer tout le monde. Et à la fin, il a juste envie de poser l'éponge et de voilà quoi, et de raccrocher les gants parce que le gars il se rend compte que finalement cette vie c'est de la merde. Cette vie de braconnier, cette vie d'aventure et de je sais pas quoi, bon au final, c'est pas si bien que ça. Bon, je vais arrêter d'en parler, de toute façon, je trouve que j'en ai assez mal parlé. Regardez Jurassic Park 2 puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Là, je suis en train un peu de radoter. J'ai du mal à m'exprimer, c'est pas grave, peu importe. C'est juste pour vous dire que Jurassic Park 2, malgré toutes les critiques que j'ai pu formuler envers ce film qui, pour moi, sont toujours valables, voilà. C'est loin d'être une purge, et il y a pas mal de trucs intéressants à ressortir de ce film. Bref, mettons ça de côté, et parlons maintenant d'un film qui, clairement, par contre, n'est pas loin de la purge. On va parler de Jurassic Park 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Bah déjà, en fait, c'est un tour de manège, littéralement. C'est un ride, une attraction de parc d'attractions qui a trouvé un budget pour devenir un film. Et encore, le mot film est généreux, parce que ce truc, c'est 90 minutes de dinosaures qui sortent des buissons pour hurler au ralenti pendant que des humains courent dans la boue. Mais paradoxalement, ça passe. Ah oui, c'est complètement con, Chaque personnage donne envie de crever avec les raptors plutôt que les écouter parler, mais au moins le film ne fait aucune promesse de grandeur. Il est ce qu'il est et il sait ce qu'il est. Une suite fauchée avec zéro ambition, zéro discours et plein de cris. Voilà, donc Sam Neill revient, ça fait plaisir. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, notamment dans Event Horizon, il me semble. Si vous aimez l'horreur cosmique,
je vous conseille ce film. Et aussi parce que Jeff Goldblum avait mieux à faire, donc bon voilà, il est plus là. Et donc Sam Neill est recruté par un espèce de couple bourgeois menteur et arnaqueur qui veulent aller sur Isla Sorna pour retrouver leur gamin perdu dans la jungle après un accident de parapente au-dessus d'une île infestée de prédateurs. Et donc oui, c'est aussi débile que ça en a l'air. Alan Grant accepte parce qu'il croit être payé, bon malheureusement il sera pas payé. Et évidemment, dès qu'il pose le pied sur l'île, bah voilà, crash d'avion, rugissement, mort, fuite, cri, et bon bah voilà. C'est Jurassic Park version fast food. Tu commandes, tu manges, t'as oublié le goût avant même d'avoir digéré. Parce que vraiment, oubliez la majesté du premier brachiosaure, oubliez la tension poétique des raptors dans la cuisine. Ici, les dinosaures sont des jumpscares sur pattes. Ils sortent de n'importe où, hurlent comme des carènes dans un centre commercial, puis repartent dans la jungle comme si de rien n'était. Et le fameux Spinosaure, censé être la nouvelle star du film, bah c'est juste un T-Rex avec une crête. Il passe son temps à casser des trucs, à courir après le casting et à se prendre des murs. C'est pas un prédateur préhistorique, c'est un méchant de Scooby-Doo. Plus, ça n'a aucun sens. Étant donné que c'est censé être un animal, c'est comme ça qu'on essaie de nous les présenter depuis Jurassic Park 2. Mais pourquoi ils continuent à poursuivre 3-4 humains? Alors que franchement, je veux dire, même en termes de nourriture, en termes caloriques, clairement ça vaut pas le coup. Et puis à côté de ça, on a les raptors, qui cette fois parlent. Enfin, ils communiquent entre eux avec une sorte de langage vocal complexe. Ce qui aurait pu être fascinant si le film n'avait pas résumé ça à une scène où Sam Neill souffle dans un flutio imprimé en 3D en forme de crâne de raptor pour les calmer. C'est un moment de grande gêne, on va pas se mentir. On dirait qu'il essaie de jouer frère Jacques à des chiens fâchés. Franchement, là, j'ai pas compris le délire. Le projet n'a pas été saisi par Imaginalise. À part Grant, qui semble regretter chaque minute passée dans ce scénario, et on peut le comprendre, le reste du casting est insupportable. Les parents sont caricaturaux à l'extrême. Vraiment. Après, William Macy est un très bon acteur, mais bon là, il a pas grand chose à faire. Et l'autre meuf, bon bah voilà, je me rappelle plus trop de son nom, désolé. Bon bref, c'est une maman extrêmement protectrice, voilà, avec le QI d'un sandwich. Et le gamin est intéressant. Il survit seul dans une île pleine de dinos pendant des semaines, en mode j'ai tout compris à la vie, alors que dans la vraie vie, bah voilà quoi, il aurait pas tenu 15 minutes sans wifi. Vous me direz, à l'époque, il y avait pas de wifi. Mais je veux dire, le gars, il a survécu combien de temps, je crois 4 semaines, 5 semaines, plus même, plusieurs mois, c'est un truc de ouf. Après, le film est honnête, attention, parce que le film, encore une fois, n'essaie pas de te la mettre à l'envers. Il prétend pas être intelligent, il te sort pas de pseudo-réflexion sur la génétique ou le capitalisme, il ne tente pas de faire du world building, c'est juste un slasher de dino déguisé en suite officielle, et il le fait correctement, pas brillamment, mais assez proprement pour que tu puisses le mater un dimanche après-midi alors qu'il pleut sans t'endormir. Il y a de l'action toutes les 5 minutes, les scènes sont lisibles, le film dure à peine 1h30, il se prend pas au sérieux. Donc oui, c'est un peu con, mais c'est divertissant. Et oui, moi j'aime bien. C'est un film que j'apprécie, c'est un plaisir coupable, on va le dire. Et c'est le seul film de la saga qui a eu la décence de se contenter de ce qu'il est. Une bagarre de dino dans un décor en mousse. Pas de message, pas de prétention, juste du bruit, des morts, un retour en bateau avec les marines à la fin. Pourquoi pas. Après cela étant dit, si avec que ça, j'avoue que je m'en foutrais. Il y a un truc que j'ai apprécié en termes d'écriture dans ce film, attention. C'est Grant. Je trouve que Alan Grant est bien écrit et surtout qu'il est complètement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui dans le premier Jurassic Park. Le fait par exemple qu'il ne soit pas avec Ellie Sattler et que tu sentes effectivement qu'il regrette de ne pas avoir tenté sa chance avec elle, le fait qu'elle soit mariée, qu'elle ait un gosse et tout, c'est très bien mis en scène et c'est quelque chose qui est complètement en accord avec ce qu'on a vu de lui avant, c'est-à-dire dans le sens où c'est un mec bon, voilà, pas forcément très calibré socialement, c'est un type qui en a une paire mais il sait pas trop parler, c'est un mec qui est un peu réservé et tu peux effectivement très facilement imaginer une situation où le mec, bon, il n'ose pas effectivement aller faire du rentre-dedans à la femme qu'il aime, et année après année, Ellie Sattler, évidemment, décide d'aller voir ailleurs, ce que je peux tout à fait comprendre. Et son discours aux gamins, là, lorsqu'ils sont sur le bateau, quand il dit que, en général, les gens sont soit astronautes, soit astronomes, dans le sens où il y a des gens qui agissent et il y a des gens qui pensent, et lui, malheureusement, c'est un mec qui pense et qui aurait aimé pouvoir agir. Il y a quelque chose dans ce personnage qui m'a parlé. je sais pas, j'ai bien aimé. De toute façon, on en parlera plus tard dans la suite de la vidéo, mais il me semble que dans le tout dernier Jurassic Park, à la fin, ils ont essayé de faire en sorte que Alan Grant et Ellie Sattler, je crois 40 ans plus tard, alors qu'ils sont vieux, ils ont des perruques, ils ont plus de dents, les mecs, ils ont 70 piges, finalement, ils se mettent ensemble, quoi. 50 ans trop tard, vraiment, c'est ridicule. Ils auraient dû en rester là, enfin bref, on en reparlera quand on en reparlera, mais voilà, quoi. Parfois, oui, ils ne vécurent pas heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je trouve que ce film, on peut effectivement dire que c'est un film super con, mais là-dessus, il est assez mature. Ils auraient très bien pu faire en sorte que Alan Grant soit marié avec Ellie Sattler. Pourquoi pas, après tout. Mais ils l'ont pas fait. Je trouve ça sympa. Et c'est original. Voilà, tout simplement. Bon, allez, maintenant on va lâcher Jurassic Park 3. On va parler de Jurassic World, si vous le voulez bien.
Après ces 2 suites en roue libre, c'est-à-dire Jurassic Park 2 et 3, on aurait pu se dire que la franchise allait s'éteindre paisiblement, comme un T-Rex dans un hospice. Mais non, parce que le box-office a parlé, et il a dit « Relance la machine, enfoiré !» Reboot-moi tout ça avec des références, des acteurs connus et des dinos un peu plus gros, un peu plus gras. Et voilà comment on s'est retrouvé avec Jurassic World. Le film qui a fait croire au monde que de ramener les dinos de la tombe, c'était de nouveau une bonne idée. À condition bien sûr de mettre Chris Pratt en Marcel et une méga bestiole créée en labo. Alors l'idée de base était peut-être bon, dans le concept, mais ça a été gâché. Et oui, et c'est ça qui est rageant, parce que le pitch de Jurassic World, pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que le parc a été ouvert, donc oui, des années après les 2 catastrophes précédentes, des financiers fous ont dit que vous savez quoi, on va quand même tenter le coup, ça va bien se passer. Et ils ont réussi, au début en tout cas. Le parc est fonctionnel, les gens viennent, achètent des glaces et prennent des selfies avec des triceratops. Et donc là, on est dans la version ultra capitaliste du rêve d'Hammond, et tout le monde s'en fout des dinos, puisqu'ils sont là depuis vraiment très longtemps, donc on s'en bat les steaks. Et donc là, les enfants veulent du dino plus gros, plus violent, plus cool, donc on va en créer un nouveau. Et ça peut être une bonne métaphore d'Hollywood, après tout. Et donc pour relancer l'intérêt, on va créer un nouveau dinosaure hybride, l'Indominus Rex, qui est plus grand, plus intelligent, plus dangereux et plus marketing. Et là, évidemment, ça échappe à tout contrôle, vous voyez le pitch se dérouler. Et donc le film aurait pu s'arrêter là, et c'était suffisant pour être un bon soft reboot, dans le sens où c'est un reboot, mais ça reste quand même dans la continuité. Mais non, il fallait quand même que ce soit con, parce que le souci, c'est que ce film a été écrit par un comité de direction chez Mattel, et ce comité s'est dit, et si on dressait les raptors, comme des chiens, comme de bons toutous tueurs, et Chris Pratt devient donc le dresseur de raptors, genre César Millian version Jurassic, capable de stopper un vélociraptor en tendant la main comme un agent SNCF qui dit que t'as pas encore composté ton billet. Évidemment, la scène est devenue culte, mais pas dans le bon sens. À chaque fois qu'il tend la main vers Blue, donc oui, son raptor de compagnie, qui a un prénom bien évidemment comme un bulldog français, c'est comme s'il activait un cheat code. Et même le T-Rex a l'air de dire, tu sais quoi, je vais l'écouter lui. Il a une montre Casio au poignet, donc il a l'air sympa. Et là, bien évidemment, à côté de ça, il y a l'armée de raptors. On atteint des sommets d'idiotie quand Vincent D'Onofrio débarque avec une idée digne d'un gamin de 8 ans avec un cerveau fondu au Nutella. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais franchement, l'engagé baleine là. L'engagé baleine. En mode, et si on dressait les raptors pour des missions militaires, genre des commandos préhistoriques. Donc voilà, là on est clairement dans Jurassic Call of Duty, Reptile Warfare, c'est clairement ridicule. Alors, parlons maintenant de l'Indominus Rex, ou le Megazord de la stupidité, parce que le méchant dino du film, c'est donc, vous l'aurez compris, un patchwork de tous les trucs qui font cool sur une fiche produit. Il peut se camoufler comme un prédateur, il sent la chaleur, il a des pouces préhensibles, il a mangé son frère dans l'œuf, point d'interrogation. Et bien sûr, il est plus malin qu'un prof de philo sous en fait. Et malgré tout ça, il meurt quand même à la fin, parce qu'on fait sortir le bon vieux T-Rex pour un dernier round nostalgique comme un catcheur en pré-retraite. Fred et Seb du Grenier ont fait pas mal de vidéos de critiques cinéma et tout. Il me semble d'ailleurs qu'ils ont fait une critique pour chaque film de la trilogie des Jurassic World. Franchement, je trouve que Sébastien Rastia est vraiment hilarant là-dessus. Et il explique vraiment à quel point c'est stupide. Notamment la scène où effectivement Blue et le T-Rex, qui pourtant normalement devraient s'entrebouffer, s'allient pour combattre l'Indominus Rex. C'est vraiment ridicule quoi. Alors que pourtant c'est des animaux, pas des Avengers. En mode c'est pas t'inquiète pas. on est amis, on va combattre le méchant. Alors que c'est des animaux, c'est comme si tu voyais un buffle et un lion s'allier pour combattre les hyènes. Ça, c'est dans le Roi Lion, ça se passe pas dans la vraie vie. Mais bref, c'est ridicule. Au-delà de ça, les personnages sont vraiment ridicules, c'est des archétypes en plastique. Chris Pratt joue donc Owen, un mec viril, un peu vénère, un peu bourru, qui murmure à l'oreille des prédateurs, mais finalement il est gentil. Bon, Bryce Dallas Howard joue la cadre froide qui apprend à aimer les enfants petit à petit et à courir en talons sur 800 mètres. C'est du character development, au moins ça le mérite d'être là. Et les deux gamins, c'est des clichés sur pattes, il y a l'ado cynique et le petit sensible. Et tout ce petit monde traverse le parc en ruine, se court après, se dispute, se réconcilie, pendant que le parc devient un joyeux chaos. Et malgré toutes ces conneries, le film il tient relativement debout. Voilà, ça fonctionne à moitié. Pour moi, c'est pas un bon film, mais c'est pas une purge pour autant, parce que voir le parc en fonctionnement, c'est assez grisant. Les séquences de chaos sont lisibles et plutôt bien fichues. Il y a pas de shaky cam, donc au moins tu peux regarder. Et il y a une certaine lucidité méta, dans le sens où les dinos ne suffisent plus, donc il faut les rendre plus grands, plus fous, plus spectaculaires. C'est peut-être une critique de la surenchère hollywoodienne, mais en même temps, aucun exemple parfait de surenchère hollywoodienne en soi-même. Donc, je sais pas, c'est une espèce de récit enchâssé, une espèce de message autocontradictoire. Bon, pourquoi pas après tout. Moi, je trouve ça sympa. Après, c'est pas certain qu'ils se sont rendus compte du délire, mais je pars du principe que si. Et voilà, c'est un peu le Force Awakens, c'est un peu le réveil de la force des dinosaures. Ça respecte les codes, c'est du copier-coller, ça joue sur la nostalgie, ça plante les graines d'un avenir qui va devenir un champ druide, mais pour un instant, on se dit, c'est pas si mal, peut-être que ça va marcher. Bon, évidemment, moi, étant l'aigri que je suis, je n'ai jamais pensé que ça allait marcher, mais
bah ça n'a pas marché. Voilà, il n'y a pas de mais. Et on part directement avec Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, donc le second opus de la trilogie World. Et c'est pas très bien. Si le premier Jurassic World était un blockbuster débile mais vaguement fonctionnel, Fallen Kingdom, lui, bah c'est le moment où la franchise saute dans le vide en hurlant YOLO, tout en pissant sur le cadavre encore chaud du bon goût. Et pourtant, on commençait pas si mal, hein. Les dinos sont donc toujours coincés sur Isla Nublar, le parc est abandonné, et là, surprise, un volcan se réveille. Et là, dilemme, est-ce qu'on va laisser ces animaux génétiquement recréés cramer, ou est-ce qu'on va les sauver? C'est un vrai questionnement moral, un débat éthique digne de ce que le premier film aurait pu traiter avec intelligence. Et tu te dis, c'est pas con, hein, peut-être que cette suite va être plus adulte, plus sombre, plus sérieuse. Évidemment, c'était un piège. It's a trap, comme dirait l'autre, c'est un piège avec des raptors ninja et des clones dans un grenier. Parce qu'au bout de 20 minutes, le volcan pète, les héros sont trahis, tout explose, et on embarque les dinos sur un cargo, direction le continent. Et tu penses, ok, bon, c'est un peu rapide, mais pourquoi pas? Et là, le film change complètement de direction. On débarque dans un manoir gothique, donc oui, un putain de manoir, avec escalier en colimaçon, lumière tamisée, vieux majordome malade, et un sous-sol transformé en centre de recherche, entrepôt à dinos et salle de vente aux enchères. Voilà, c'est littéralement Resident Evil, Dino Edition. Ou devrais-je dire Dino Crisis. Vu que c'est clairement Jurassic Park version Resident Evil. Bref. Donc les méchants organisent une vente aux enchères de dinosaures dans le sous-sol du manoir, avec des mafieux russes, des chefs de guerre africains, des oligarques aux lunettes fumées, bref. Voilà, Clichéland. Et ils veulent tous acheter des dinosaures comme des tanks organiques pour les envoyer dans des zones de guerre, pour les collectionner, je sais pas, pour les promener en laisse, j'ai pas compris. La scène est surréaliste. Les mecs posent des millions sur des monstres géants dans une cave. Comme s'ils achetaient un set Lego sur eBay. C'est la version Wish de Jurassic Park. Tu t'attends à voir un T-Rex partir avec une étiquette vendue par Temu. Et, parce qu'il en fallait un, on nous ressort un nouveau dino hybride, cette fois plus petit, plus vicieux, plus intelligent et dressé pour tuer sur commande. J'ai nommé l'Indoraptor. Alors comment ça marche? Facile, tu pointes un laser sur quelqu'un, t'appuies sur un bouton sonore et le dino va l'éliminer. C'est pas une blague, hein. T'as littéralement un assistant qui dit, voilà, tu vises avec la lumière rouge, tu actives le son et paf, il fonce. Évidemment, tu pourrais très bien prendre un pistolet et viser la cible, mais non, on appelle la bestiole pour faire le sale boulot, hein, parce que c'est plus classe, je suppose. Non mais franchement, un flingue, c'est beaucoup plus efficace, hein, et beaucoup plus rapide. Et c'est vrai aussi qu'il y a une histoire de clones, hein, c'est vrai qu'on avait oublié, hein, parce que visiblement, les dinosaures ne suffisaient plus, hein, fallait aussi faire des clones humains. Hein. Bryce Dallas Howard et Chris Pratt découvrent que la gamine du manoir n'est pas juste une simple orpheline mignonne, mais le clone de la fille d'un vieux milliardaire. Bref, tu sens que Colin Trevorrow, le réalisateur de ces films, la Jurassic World complètement éclaté, veut te faire comprendre un truc genre, ouais, l'éthique de la génétique, c'est dangereux, regardez où ça va. Ah ouais, c'est sympa. Mais au lieu d'un message fort, t'as juste une gamine triste qui appuie sur un bouton pour libérer tous les dinos de la nature parce que, elle le dit avec sa voix tremblante, ils sont vivants comme moi. Donc voilà, on applaudit. Fin du monde activé. Et donc voilà, c'est la scène finale du film. Les dinos sont lâchés sur les forêts américaines, dans les rues, dans les banlieues, dans les prairies. Et donc traduction, les oiseaux vont crever, les cerfs vont paniquer, les vaches vont se faire bouffer, l'écosystème mondial va se désintégrer comme une biscotte dans une flaque d'acide. Mais chut, hein, c'est poétique. Voilà. Et surtout, ça tease la suite. Une suite où les dinos seraient intégrés à notre monde, sauf que c'est pas ce qui va se passer. Enfin voilà, Fallen Kingdom, c'est vraiment stupide. Hein. Mais genre hors sol et au ras du sol en même temps. Tellement bourré de décisions scénario absurdes qu'il flingue toute possibilité de retour en arrière. Il y a plus de parc, plus de morale, plus de tension. Juste des dinos dans une cave, un clone, un monde post-apocalyptique qui s'en fout. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Tous les personnages sont stupides. Hein. Tous les persos sont stupides. Évidemment, bon, c'est tiré sur une ambulance, mais l'espèce de méchant braconnier, là, le chasseur, là, qui se fait tuer par l'Indoraptor, c'est tellement stupide. Le mec, il rentre dans sa cage pour lui soutirer ses dents avec une espèce de pince, parce que, évidemment, c'est son seul trait de caractère. Hein. Le mec veut aller retirer les dents de toutes ses proies. Donc le mec, il va rentrer dans la cage de l'Indoraptor pour lui retirer les dents. Évidemment, il se fait tuer parce qu'évidemment, qu'il se fait tuer. Mais voilà, c'est pour dire à quel point tous les personnages de ce film ont un QI à moins 100 000, quoi. À côté de ça, il y a plein de références qui n'ont aucun sens, comme par exemple quand l'espèce de fille, elle se cache dans son lit ou je sais pas quoi, et qu'il y a un espèce de dinosaure, là, qui vient avec sa petite main, là. Et on voit l'ombre de sa main, limite... effleurer la couverture de la fille, bon clairement évidemment c'est une énorme référence à Dracula. Voilà, il y a beaucoup de ce genre de choses, mais c'est mal placé, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce film est sincèrement convaincu qu'il est profond, alors qu'il a le QI narratif d'un raptor sous anxiolytique. Vraiment, c'est pathétique. Et on va finir avec Jurassic World Dominion. Voilà, c'est le film où t'as des dinos, mais tu préfères quand même parler de sauterelles, puisque à ce stade, la franchise est dans un coma cérébral depuis 2 films. Mais Hollywood,
fidèle à ses réflexes de zombie cocaïné, se dit « Bah vous savez quoi, il y a encore du jus à presser dans ce cadavre, hein. Allez, on va chercher tous les anciens acteurs des différents Jurassic Park, on va les foutre dans une aventure internationale sans queue ni tête. » Et ça donne Jurassic World Dominion, le film où tu viens pour les dinosaures et tu tapes un thriller d'espionnage avec des putains de sauterelles mutantes. Voilà, c'est pas une blague, hein, non vraiment, des sauterelles géantes. Hein. C'est Jurassic Park ou c'est Grace Hopper Park? C'est quoi le délire? Enfin, je sais pas, normalement... Ce film devrait parler des conséquences de Fallen Kingdom, hein. Les dinos lâchés dans la nature, l'effondrement de l'écosystème, la fin du monde. Ces mêmes dinos qui ont été lâchés IRL parce que, évidemment, on ne peut pas tuer des animaux parce qu'on est trop gentil, on est trop écolo. Sauf que là, les dinosaures, ils sont là pour faire joli. Ils apparaissent dans les trailers, dans les posters, les mugs, mais dans le film à peine. Ce sont des accessoires, des éléments de décor. Parce que le vrai sujet, le cœur palpitant du scénario, c'est les sauterelles géantes mutantes qui menacent la chaîne alimentaire mondiale. Voilà, des sauterelles, hein, dans un film Jurassic Park. C'est comme si il y avait Fast and Furious 12 qui tournait autour d'un problème de vélo électrique volé. Voilà, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est un film d'espionnage complètement pété. Vraiment, si tu voulais un film de dino, bah casse-toi l'ami, casse-toi. Parce que là, clairement, c'est un épisode de Jason Bourne mal mixé, avec des opérations clandestines, des courses-poursuites à Malte, des hackers, des laboratoires secrets, des missions en montagne avec Doudoune North Face et suspense d'aéroport. Bref, c'est littéralement Mission Impossible version Jurassic Park. À croire qu'ils ont mis les scripts de 3 films random dans un shaker, rajouté un raptor sous coup et fort et crié « Ouais, c'est bon, Eureka, on tient un blockbuster !» Et voilà, et on obtient un film qui n'a aucun sens, et qui est maintenu en vie par perfusion via de la nostalgie. Parce que vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, et dans un moment de pure panique marketing, le film ramène tous les anciens personnages du premier film, avec Sam Neill, Alan Grant, Laura Dern, Ellie Sattler et Jeff Goldblum, hein, toujours en roue libre, toujours à faire n'importe quoi. Et on les met dans une intrigue parallèle, complètement déconnectée, où ils doivent infiltrer la société Biosyn, un conglomérat technolo, écolo, mécholo, sauterello, méchant qui contrôle les sauterelles. Pas les dinos, hein, les sauterelles. Mais bon... C'est pour sauver la planète, donc encore une fois, on ferme les yeux. Ils croisent ensuite des nouveaux personnages, dans une scène qui sent le fanservice moisi à 3000 km. Et le méchant principal de ce film, bah c'est Doxon. Eh oui, le mec du premier film. Celui avec le chapeau et les lunettes, qui donne de la bombe de mousse à Newman dans une scène de 15 secondes. Voilà, ce figurant obscur devient ici le grand méchant mégalo du film, genre Steve Jobs sous l'exomile, avec le charisme d'un grippin mouillé. Et le mieux, c'est qu'il a gardé le putain de même Barbasol. 30 ans plus tard, il a toujours ce bidule dans un tiroir. Parce que nostalgie, bande de cons. Et payez-nous la place de cinéma aussi, surtout. C'est clairement ça. Et les clos, ne vous inquiétez pas, ils sont encore là, hein, parce que le scénario se rappelle soudain que la gamine de Fallen Kingdom est censée être importante, alors on lui invente un nouveau passé, une nouvelle explication à sa création, et elle devient la clé pour sauver les cultures agricoles mondiales. Son ADN guérit les sauterelles. Voilà, ce film est littéralement une pub géante pour Monsanto sous LSD. La meuf, c'est Ellie Williams, quoi. Et les dinos, bah, ils sont pas vraiment là, bah, ils sont là, parfois. Ils traversent l'écran, ils grondent, ils font un petit coucou pour le trailer. Mais c'est plus vraiment des menaces, c'est plus des merveilles, c'est des accessoires inoffensifs comme des décors en carton ou des caméos. Mais vous inquiétez pas, Chris Pratt peut toujours et encore faire son geste magique avec la main tendue qui, rappelons-le, met à genoux des raptors, des T-Rex, des hybrides mutants, comme s'il était le dresseur Pokémon le plus puissant de la galaxie. C'est plus Jurassic Park, c'est Raptor and Furious, vague mémoire d'un dinosaure. Et voilà, en plus, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de crachats au visage des fans, avec le fait que Alan Grant et Ellie Sattler se mettent ensemble. Tu sens que c'est du fanservice en mode, ouais, ok, vous avez été frustrés, les fans de Jurassic Park, de ne jamais voir Alan Grant et Ellie Sattler se mettre ensemble. Ben, vous savez quoi? Allez, maintenant, ils sont vieux, ils sont en gériatrie, ils ont du mal à aligner 2 pas, ils sont tout ridés, c'est des vieux, mais bon, ils sont ensemble maintenant, vous inquiétez pas. Ils ont encore, allez, 5 ans à vivre ensemble. C'est sympathique. Les dialogues sont cringe, c'est mal écrit, Chris Pratt est éclaté au sol. Bref, Jurassic World Dominion, c'est le suicide artistique de la saga. C'est une production colossale, sans âme, sans idée, sans honneur. C'est un film de 2h30 où tout le monde court dans tous les sens, mais où rien n'a de poids, rien n'a de conséquences, ou même de putain de sens. Et le plus ironique, c'est que c'est censé être la conclusion épique de la saga. Mais ça n'a rien d'épique. C'est fade, c'est triste, c'est confus, et plus personne n'en a rien à foutre. Donc s'il vous plaît, laissez mourir Jurassic Park. Si les dinosaures sont une espèce éteinte, c'est pas pour rien, les amis. Vraiment, laissez-les crever. Voilà, le premier est sympa, le deuxième est marrant, voilà, avec plus ou moins de conneries. Le troisième, bon, c'est du popcorn, et le reste, c'est à jeter. Donc voilà, on peut s'arrêter là, s'il vous plaît. D'ailleurs, je pense que vous l'entendez à ma voix, mais là, je suis vraiment complètement vanné, quoi. Parler de tous ces films de merde, ça m'a vraiment crevé. Bref, je vais m'arrêter là, je vais aller dormir 5 jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la franchise Jurassic Park. Abonnez-vous pas encore à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous, à la prochaine.